Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir, l'actualité internationale bien sûr, de l'Ukraine à Gaza, en passant par les dernières foucades de Donald Trump, et puis le débat politique français. Vous avez notamment eu des mots très sévères à l'égard de Bruno Retailleau. Est-ce parce que vous pourriez figurer tous deux sur la ligne de départ en 2027? Mais pour commencer, Dominique de Villepin, la situation en Ukraine avec de nouvelles frappes russes meurtrières cette nuit, notamment à Kiev, le tout quelques jours après un coup de téléphone entre Vladimir Poutine et Donald Trump, et alors que Moscou doit transmettre ses conditions à ce qu'on appelle un mémorandum pour une fin du conflit. Au fond, est-ce que cela montre que la seule stratégie russe, c'est une stratégie dilatoire, gagner du temps et ne pas bouger? Nous le savions, et c'est confirmé. L'interrogation portait sur la capacité des États-Unis à venir à bout de cet esprit jusqu'au boutiste de Vladimir Poutine. Et malheureusement, cette première étape qui s'est ouverte avec l'arrivée de Donald Trump n'a pas donné les progrès espérés. Les pourparlers d'Istanbul, les rencontres entre Américains et Russes, tout ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu de rencontre physique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, et les Européens qui se sont donné du mal pour essayer de revenir dans le jeu diplomatique, pour marquer une stratégie et donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, eh bien, se retrouvent aussi dans la situation précédente. Donc nous entrons dans une nouvelle étape. Et il est important que l'Europe soit encore plus unie, encore plus déterminée, et puisse dire encore plus clairement peut-être à Donald Trump à quel point il va dans le mur. Et à quel point il nous entraîne avec lui dans le mur. Qu'est-ce que ça veut dire, le dire encore plus clairement? On a effectivement des pays européens qui ont réussi en quelque sorte à se réinviter autour de la table, à parler d'une seule voix pour augmenter la pression quant aux sanctions. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Passer le message à Donald Trump de façon unitaire, les 27, avec l'Ukraine. Passer le message qu'il peut constater aujourd'hui que tous les efforts de bonne volonté faits en direction de la Russie ne sont pas payés en retour. Oui. Nous espérions que de lui-même, Donald Trump puisse le comprendre. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et il faut donc marquer très clairement notre détermination à reprendre le soutien de l'Ukraine en direction des combats, tant que la Russie sera à ce point-là en situation de refuser toute alternative. Donc je crois qu'il faut marquer maintenant clairement notre détermination et que nous ne pouvons pas examiner d'autres options que de continuer. Pardonnez-moi Dominique de Villepin, mais cette détermination, elle existe déjà. Vous dites qu'il faut marquer encore plus fermement. Donc au fond, si je vous écoute, c'est une forme de fatalité à l'inertie et à ce que ce conflit devienne un conflit gelé. Non, justement pas gelé. Et c'est d'ailleurs une des difficultés, parce que l'un des risques que nous courons, c'est que la Russie, qui progresse plutôt plus vite sur le terrain que l'Ukraine, puisse être à un moment donné en capacité d'enfoncer le front. Et donc c'est ce qu'il faut éviter. Et nous devons donc être plus déterminés dans la constitution et la mobilisation de nos programmes d'armement pour donner à l'Ukraine les moyens de continuer et marquer la responsabilité qui est la sienne à Donald Trump. D'autant que ce n'est pas le seul front sur lequel il faut se battre avec Donald Trump. Nous voyons aujourd'hui s'ouvrir à nouveau le front commercial, les barrières douanières. On en parlera dans un instant. Et il est important que notre mobilisation soit égale. Mettons aujourd'hui l'Amérique de Donald Trump devant ses responsabilités, c'est-à-dire son impuissance. Et d'ailleurs, constatons que cette impuissance, elle est exactement identique à Gaza. Donc, nous n'avons pas progressé en dépit des promesses d'une solution rapide de Donald Trump. Juste avant de parler de la situation à Gaza et de cet attentat qui a eu lieu à Washington, puisque vous parlez du président américain, il a menacé les Européens de mettre en place des droits de douane à hauteur de 50% très rapidement. Est-ce qu'au fond, c'est une menace réelle, ou est-ce que c'est encore des paroles qui peuvent être contredites dans les jours qui viennent? Est-ce qu'il faut craindre à ce que cette menace soit mise à exécution? Il a tempêté vis-à-vis de la Chine et il a reculé. Parce que la Chine a marqué clairement son intention de se faire respecter. Les Anglais se sont couchés. Les Canadiens ont tenu. Les Anglais ont couché, dites-vous, et en même temps, ils ont obtenu de ce fait un taux préférentiel et donc des droits de douane moins importants pas ce qu'ils espéraient. L'Europe doit marquer clairement sa détermination collectivement. Il aurait été plus facile de mener le combat
avec le monde entier qui était agressé par Donald Trump. C'est-à-dire avoir une position commune avec le Canada, avec la Chine, avec l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui menacés. Mais nous pouvons réagir d'abord sur l'aluminium et l'acier. 25%. Mettons des droits de douane équivalents en mesure de rétorsion. Œil pour œil, dent pour dent. Absolument. Donc loi du talion avec Donald Trump. Sur les biens critiques. Il s'agit pour le moment de dire à Donald Trump ce que nous ferons si il met en application cette augmentation des droits. Sur les biens critiques, qui est un domaine très sensible, nous avons dans le domaine des équipements de lithographie concernant les semi-conducteurs des capacités qui sont importantes pour l'économie américaine. Disons que nous serons prêts à les mobiliser. Mais c'est ce qui est dit, Dominique de Villepin. Quand je lis les propos tenus par les membres de la Commission européenne, les ministres du gouvernement. Non, c'est pas du tout l'esprit, je peux vous le garantir aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont prêts à répondre, si ces mesures sont mises en œuvre. Mobilisons ces outils tout de suite. L'instrument anti-coercition, mobilisons également. L'une des grandes craintes des Américains, c'est que nous puissions marquer le coup dans le domaine des services. Services financiers, services numériques, ils entendent pouvoir nous tondre la laine sur le dos dans ces domaines. Marquons également notre détermination. On est trop faible, Dominique de Villepin, face aux États-Unis? Bien sûr. Mais les États-Unis, ils sont opportunistes. Ils veulent frapper ceux qui se laissent frapper. La Chine refuse de se laisser frapper et il recule. Le Canada refuse de se laisser frapper, il recule. Là, en l'occurrence, nous sommes devant une Amérique qui attend qu'on lui pose des limites. Et nous avons les moyens de lui poser des limites. Et nous pouvons le faire en sachant que Donald Trump, ainsi que tous les gens autour de lui, tous les techno-entrepreneurs, tous les grands dirigeants d'entreprises aux États-Unis, sont inquiets de ce que pourrait faire l'Europe. Malheureusement, nous sommes inhibés. Nous sommes inhibés parce que nous croyons qu'en ne faisant rien, nous allons protéger les spiritueux, protéger un certain nombre de secteurs. C'est pas rien, Dominique de Villepin. Au moment où avait été décidée l'augmentation des droits de douane, notamment à 20%, les mesures de rétorsion avaient été pour le moment, il n'y a pas de détermination des 27 à agir collectivement de façon claire. Je crois qu'il faut poser sur la table de la façon la plus claire ce que nous ferons dès lors que cette hausse de douane de 50% interviendrait. Dominique de Villepin, on va parler de la situation à Gaza dans un instant, mais d'abord les États-Unis qui ont été frappés par un attentat antisémite. 2 fonctionnaires de l'ambassade israélienne tués à bout portant, l'assaillant qui a crié « Libérez la Palestine » après les avoir tués. Les Juifs ne sont plus en sécurité nulle part dans le monde? Non, c'est une tragédie. Et en même temps, c'est malheureusement un risque qui était prévisible. J'étais sur France Info le matin et j'étais sur CNN le matin. Et j'ai mis en garde l'administration américaine en leur disant attention, attention, une politique qui, à ce point-là, ne prend pas en compte la situation réelle du Moyen-Orient est une politique qui expose, qui nous expose tous d'ailleurs, pas uniquement les communautés juives, mais qui nous expose tous dans cette affaire. Donc, il y a urgence à avancer dans la voie de la paix au Moyen-Orient, urgence à apporter une solution à la situation tragique qui existe à Gaza, et en même temps, à éviter d'essentialiser ce conflit. Cet amalgame entre le gouvernement Netanyahou et la communauté juive est insupportable. Cet amalgame entre Israël et Benjamin Netanyahou est insupportable. De la même façon que l'essentialisation aujourd'hui du peuple palestinien à travers le Hamas et les terroristes est insupportable. Il faut sortir de cette spirale. Convenez avec moi que je dis cela depuis le mois d'octobre 2023 et qu'un certain nombre de gens seraient bien inspirés de tirer les leçons du passé. Et Dominique de Villepin, on va revenir dans un instant sur ce qu'on peut faire, ce que la France peut faire face à la situation à Gaza, effectivement sur vos propos. Mais juste avant, pour rester sur cet attentat qui a suscité en France une polémique politique liée à la réaction notamment d'un député insoumis, Éric Coquerel. Je vous propose d'écouter les propos d'Éric Coquerel et vous réagissez juste après. 2 salariés de l'ambassade d'Israël ont été tués par balle devant le musée juif de Washington. Et la chef de la police locale, lors d'une conférence de presse, a dit que le tireur avait scandé « Free Palestine » au moment de son interpellation. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je veux vous dire. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de violence, de haine, ça développe la haine de tous les côtés. Est-ce que vous êtes choqué par cette réaction d'Éric Coquerel ? Je pense que tout ce qui vient atténuer la responsabilité d'un acte terroriste n'a pas lieu d'être. Nous devons... Et c'est le cas ?
Monsieur, je ne suis pas sûr que M. Coquerel ait dit ce qu'on veut lui faire dire. Ah bon? Non. Enfin, Vous venez d'entendre, c'est assez clair, non? une fois de plus, je ne fais de procès d'intention à personne. C'est un procès d'intention, Dominique de Villepin. On a, pardonnez-moi, un député à qui l'on demande une réaction sur ce qui s'est passé à Washington et qui a comme première réponse, la question est quelle est votre réaction? Et sa réaction c'est, ma réaction c'est qu'il faut que le génocide à Gaza cesse. Il faut que le risque de génocide que nous voyons tous les jours cesse. Et ce risque de génocide est la source aujourd'hui d'une mobilisation tragique qui conduit à certains actes terroristes. Et Dominique de Villepin, on parlera dans un instant de la situation à Gaza, mais c'est important puisqu'il y a un instant, vous disiez il faut lutter contre toute forme d'essentialisation. Toute forme d'essentialisation. Quand on interroge un député sur ce qui s'est passé à Washington, sur 2 fonctionnaires de l'ambassade israélienne, et que sa première réaction est de dire il faut que le génocide à Gaza cesse, est-ce que c'est une erreur, une faute? Est-ce que ça vous choque? C'est maladroit. Et je veux croire qu'Éric Coquerel n'a pas voulu. Donc c'est seulement maladroit. Mais je ne suis pas dans la tête d'Éric Coquerel. Non, mais vous semblez le défendre puisque vous dites, au fond, c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Monsieur Duhamel, je n'ai pas à juger sur des sujets aussi graves et à établir des catégories. Et c'est précisément parce que c'est grave et important que ça justifie cette discussion. Je le dis à Monsieur Coquerel, comme à tous ceux qui seraient tentés d'essentialiser, mais je ne fais pas de procès d'intention. Je dis clairement que l'essentialisation est une faute. Voilà, que chacun en tire les leçons. Je ne suis pas là pour donner des leçons à quiconque. Je suis là pour dire ce que je crois être dangereux. L'essentialisation, c'est ce qui, depuis le début, avec une politique de vengeance, nous conduit là où nous sommes. Et nous n'en sommes pas sortis. Donc je crois que plutôt que de compter les points entre les uns et les autres, ce qu'il faut faire, c'est sortir de ce cycle. Sortir de ce cycle de vengeance et de violence. Et donc agir. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les actes. C'est ce que nous pouvons poser comme acte pour nous sortir collectivement de cette spirale dont, Monsieur Duhamel, nous payons tous le prix. Personne n'est à l'abri. Le terrorisme a frappé à Washington, il peut frapper demain à Paris, comme il peut frapper n'importe où en Europe. Et tout cela parce que nous sommes toujours dans cette spirale de la vengeance. Et on va parler longuement des mesures qui peuvent être prises précisément face à la situation à Gaza. Mais pour terminer sur cette... plus qu'une polémique, parce que cela dit aussi quelque chose de la façon dont les responsables politiques, depuis le 7 octobre 2023, se sont comportés. Est-ce qu'il y a un problème à la France insoumise d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme? Il y a des voix qui se sont exprimées, notamment pour refuser de condamner ces actes terroristes qui me paraissent tout à fait scandaleuses. Et ça, je le regrette profondément. Où ça, des voix? À la France insoumise. À la France insoumise. Il y a des voix à la France insoumise qui ont refusé de qualifier ces actes d'actes de terrorisme. Je crois qu'en l'occurrence, face à des actes de cette nature, quand on s'en prend à des enfants, quand on s'en prend à des femmes, à des populations civiles, on ne peut pas se réfugier derrière l'idée que ce sont des actes de résistance. Il y a là bien des actes terroristes et qui doivent être dénoncés comme tels. Vous diriez que pour certains, il y a de l'antisémitisme latent à la France insoumise? Mais Monsieur Duhamel, je ne suis pas là pour donner une leçon de morale ou pour juger tel et tel parti politique. Morale, c'est important. C'est la façon dont on, mais je pourrais... on fait de la politique ou quand on prend des positions dans le débat, de savoir pour quelle valeur on se bat. Vous pourriez égrener d'autres partis politiques qui n'ont pas témoigné de beaucoup de compassion vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui, vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs je les interroge à votre place très bien. tous les jours. Eh bien moi je vous dis que l'ensemble des partis politiques, et je leur adresse un message collectivement en tant qu'ancien Premier ministre, ont la responsabilité de ne pas faire n'importe quoi dans cette période. Et quand un ministre de l'Intérieur, dans une réunion communautaire, se permet de crier à bas le voile, j'estime qu'il ne fait rien pour la paix civile dans notre pays. Donc la responsabilité, c'est pas celle... Vous connaissez Dominique de Villepin, et quoi qu'on pense de cette phrase, qu'il n'y a pas grand rapport avec la question de l'antisémitisme. Mais il y a un rapport. C'est que nous sommes toujours dans la stigmatisation d'X ou d'Y. Cet esprit qui veut essentialiser, stigmatiser, faire des chasses aux sorcières, c'est ça que je condamne. Et voyez-vous, Monsieur Duhamel, c'est pour cela que ce petit jeu auquel vous vous livrez gentiment... Je me livre à aucun jeu, Dominique de Villepin, et je crois précisément que ce sont des propos, le cas échéant, trop graves et trop importants pour les rapporter à une forme de jeu. Aujourd'hui, vous m'interrogez moi sur la France insoumise, demain vous interrogerez quelqu'un d'autre sur un autre parti du spectre républicain. Moi, je vous le dis clairement, les partis politiques, d'une manière générale,
depuis le 7 octobre, n'ont pas été à la hauteur de la situation. Et donc, je ne suis pas là pour distribuer des points, des bons et des mauvais points pour les uns ou pour les autres. Je suis là pour dire que nous avons une responsabilité commune et que cette responsabilité, nous devons l'assumer et que chacun doit en tirer les leçons. Ce n'est pas, une fois de plus, en stigmatisant tel et tel que vous ferez évoluer le débat républicain. C'est au contraire en accompagnant chacun et en lui montrant ce qui doit être fait. Je voudrais qu'on parle donc de la situation à Gaza. L'aide humanitaire a repris, mais en quantité extrêmement limitée. Le gouvernement israélien qui maintient sa volonté de reprendre le contrôle de l'enclave. Face à cela, la France hausse le ton. Déclaration commune en début de semaine. Convocation de l'ambassadeur après des tirs de sommation contre des agents diplomatiques, dont un agent français. Soutien de la France au réexamen de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Est-ce que vous vous félicitez de cette ligne de fermeté de la France, de la diplomatie française? Bien sûr, je crois que la France doit se faire respecter le droit en toute situation. Et quand il y a de tels comportements qui sont inacceptables, nous devons le dire et agir en conséquence. Donc vous soutenez la position française aujourd'hui face au conflit à Gaza? La France fait ce qu'il faut? La France fait ce qu'il faut, d'autant plus que la France a aujourd'hui en perspective la conférence qui va se réunir au mois de juin pour la reconnaissance de l'État palestinien. Nous coprésidons cette conférence avec l'Arabie saoudite. Si j'en crois les informations que j'ai, les choses évoluent dans le bon sens, c'est-à-dire tenter de placer sur un terrain politique ce qui aujourd'hui est sur le terrain de la violence et de la guerre. Si nous parvenons à donner un objectif politique aujourd'hui aux Palestiniens, nous avons l'espoir que ces conflits récurrents, 14 guerres à Gaza au cours des dernières décennies, eh bien que nous pourrons enfin sortir de ce cycle de violence. Je suis étonné ce soir, Dominique de Villepin, de vous entendre délivrer ce satisfecit, puisque vous parliez de vos interventions médiatiques cette semaine, où vous étiez pour le coup beaucoup plus critique en disant les communiqués de presse, ça suffit, il faut aller plus loin. Là, vous dites en fait ce soir, non, c'est bon, la diplomatie française fait ce qu'il faut. Voilà, c'est cette phrase que vous venez de prononcer. J'ai réagi à un communiqué de presse cette semaine, vous l'avez raison, quand la France annonçait son intention d'aller examiner avec le Canada et avec la Grande-Bretagne, je crois. Et dans la journée... Monsieur Duhamel, la chronologie a son importance. Dans la journée, la décision a été prise de réunir les différents États et de communiquer entre les différents États européens pour avancer dans la voie d'une suspension de l'accord d'association qui est exactement ce que j'avais demandé. Donc, de ce point de vue-là, bon point délivré à Jean-Noël Barrot. Moi, quand les choses avancent dans le bon sens, je le dis et j'espère que nous serons fidèles à la ligne que nous traçons et que nous irons plus loin au mois de juin lors de cette conférence. Et j'espère que nous n'arrêterons pas de continuer à envoyer des messages clairs à Benjamin Netanyahou à travers la possibilité de l'embargo sur les armes le plus large possible et à travers la mise en cause de tous ceux qui... En sachant que la France n'envoie pas d'armes à Israël. Il y a un reliquat d'armes. Pour le dôme de fer. Un reliquat d'armes. Mais il n'y a pas d'armes françaises. Mais il y a des armes importantes, et notamment en Allemagne. Nous connaissons la situation très difficile pour les Allemands à cet égard, et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et je souhaite qu'au vu de la situation sur le terrain, les choses puissent progresser. Pareil en ce qui concerne la responsabilité des autorités israéliennes civiles et militaires, qui elle aussi est engagée dans ce qui, de plus en plus, parce qu'il faut parler de ce qui se passe sur le terrain à Gaza, avec la volonté de militariser la distribution de l'aide, en liaison avec une fondation humanitaire à Gaza, c'est tout un programme d'épuration ethnique qui se met en place, de déplacement des populations qui se met en place. Épuration ethnique, c'est le terme que vous utilisez. Épuration ethnique, c'est le terme que vous utilisez. Oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire un déplacement de la population. Non, mais donc vous ne dites pas génocide, vous dites épuration ethnique. Une fois de plus, la Cour internationale de justice a dit risque de génocide. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs de très nombreux qualificatifs qui avancent, notamment le qualificatif de futuricide, liant l'écocide, liant le culturicide et liant le risque de génocide. Mais en tout état de cause, quels que soient les mots, nous en conviendrons tous, et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, les esprits évoluent, y compris en France. Ce qui se passe à Gaza est de l'ordre de l'effroyable et donc de l'inacceptable. Dominique de Villepin, pour rester sur les mesures que les autorités françaises pourraient prendre, je vous ai entendu parler sur France Info de la nécessité d'un, ouvrez les guillemets, isolement économique d'Israël. Est-ce que isolement économique, ça veut dire boycotter les produits et les entreprises israéliennes ? Ça veut dire prendre des mesures sur la coopération entre nos deux pays de façon à signaler clairement aux autorités israéliennes que nous ne pouvons pas
avoir la moindre responsabilité dans la politique qu'ils engagent. C'est pas ma question, Dominique de Villepin. Quand vous dites isolement économique, est-ce que ça veut dire... La dénonciation de l'accord, oui. La dénonciation... Il y a la question de l'accord de coopération entre Israël et les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce qu'il faut, quand on dit qu'il faut isoler économiquement Israël, est-ce que ça veut dire qu'il faut Je suis pour boycotter... la suspension de l'accord avec l'Union européenne, ce qui veut dire que l'ensemble de nos pays sera amené à restreindre, à limiter, à empêcher les relations économiques avec Israël. Est-ce que vous dites aux consommateurs français boycott des produits israéliens et des entreprises israéliennes? Monsieur Duhamel, je suis soucieux de l'effectivité des mesures que je propose. Il y a 2 domaines, je crois, où il faut que nous soyons capables de prendre en compte la réalité. Et je prends, de ce point de vue, je prends en compte le message du CRIF récent. Disant la suspension de l'accord de l'Union européenne couvre toute une série de domaines, et en particulier le domaine de la culture. Je ne suis pas pour que nous suspendions notre coopération dans le domaine de la culture. Et donc il ne faudrait pas, Dominique de Villepin, des mesures qui, pour sanctionner le gouvernement de Benjamin Netanyahou, je ne suis pas pour sanctionner la société israélienne. Et c'est en mais c'est important de le dire, parce que quand vous dites isolement économique, on se dit c'est aussi des Israéliens qui manifestent contre le gouvernement qui seraient frappés directement au portefeuille. Je ne suis pas pour sanctionner la société israélienne, qui d'ailleurs aujourd'hui est de plus en plus mobilisée contre le gouvernement Netanyahou. Donc je prends en compte cette situation, et je crois que c'est juste, effectivement, de faire en sorte que dans nos relations avec les universités, dans nos relations avec les hommes de culture, nous puissions au contraire essayer de... Il ne faut pas rompre, c'est important aussi sur les universités. Vous savez, c'est moi... Il ne faut pas rompre des accords avec les universités israéliennes. C'est moi qui ai rétabli la coopération et le développement de la coopération entre nos 2 pays. Et je veux effectivement découpler cette relation entre les sociétés, des relations de gouvernement à gouvernement. Je crois que nous ne devons pas être animés par une quelconque haine, au contraire, d'Israël. Nous devons être vigilants à ce que cette politique ne déborde pas vis-à-vis des sociétés. Dominique de Villepin, je voudrais qu'on parle du débat politique national marqué cette semaine par un rapport sur les frères musulmans qui décrit leur entrisme ou tentative d'entrisme dans le sport, les associations, le secteur éducatif. Est-ce que pour vous, il y a un vrai risque pour la République démontré par ce rapport, ou est-ce que vous considérez, comme Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre ces termes, que, ouvrez les guillemets, l'islamophobie a franchi un seuil avec ce rapport et le Conseil de défense organisé par le président de la République pour élaborer des mesures pour lutter contre l'entrisme des frères musulmans? Il y a un risque concernant l'islamisme qu'aucun d'entre nous ne devrait ou ne doit sous-estimer. Ce risque, il n'est pas seulement celui de l'entrisme. Il est aussi, on l'a analysé il y a quelques années, celui du séparatisme, et il y a d'autres menaces, on le sait, concernant l'islamisme en prison, l'islamisme sur le net. Attention de ne pas se focaliser sur une seule dimension, au risque finalement d'être surpris par d'autres développements. Il y a un risque. Ce risque, il faut le prendre en compte, d'autant plus qu'il y a la tentation chez certains de vouloir substituer à la loi de la République la loi coranique. Ça, c'est bien évidemment inacceptable. Ceci dit... Donc quand Bruno Retailleau dit l'objectif des frères musulmans, c'est d'imposer la charia en France, il a bien posé les termes du débat? Monsieur Retailleau, comme un certain nombre de gens autour de lui, ont tout fait pour dire à ce rapport ce qu'il ne disait pas. Donc je souhaite d'abord corriger ce rapport. Ah bon? Ce rapport circonscrit la menace qui existe aujourd'hui à quelques mosquées. C'est environ 5%. 7% des lieux de culte, dit ce rapport. 5 et 7%. C'est des associations sportives. Si les calculs d'une chaîne concurrente sont justes, c'est 0,02% des associations sportives de notre pays. C'est environ entre 800 et 1000 personnes et un budget de 500 000 €. Donc c'est quoi, un risque excessif? C'est ça? Enfin, au fond, on en fait trop par rapport mais je ne suis pas sûr qu'on regarde la réalité du danger. Je ne suis pas sûr qu'on regarde partout là où il faudrait regarder. Donc il y a une menace. Le président de la République, d'ailleurs, il ne vous a pas échappé, a renvoyé Bruno Retailleau revoir sa copie. Et il ne faut pas saisir les occasions pour stigmatiser une communauté. Nous avons 7 millions et un peu plus de musulmans dans notre pays. Stigmatiser une communauté pour qu'est-ce qui stigmatise les actions... une communauté? Parce que quand on parle des frères musulmans, on parle bien d'islamisme. On ne parle pas d'islam, on ne parle pas des Français de confession musulmane qui pratiquent leur foi. Oui, mais vous voyez bien comment le débat politique... Nous voyons bien comment le débat politique dérive assez facilement de l'un à l'autre. Est-ce que vous considérez par exemple... Attendez, monsieur Duhamel. Un problème de forme d'abord. Un problème de forme. Ce rapport, c'est un rapport au départ tout à fait confidentiel, qui a été publié
dans un journal, Le Figaro, sans préavis en quelque sorte. Ouais. Cette publication, clandestine ou... Oui. Oui, mais met en cause la sécurité d'un certain nombre de personnes qui ont participé à ce rapport, qui sont mentionnées dans ce rapport. Et surtout, cette publication hâtive, avant que véritablement on ait pu... C'est une version expurgée qui a été publiée. Oui, donc je ne crois pas qu'il y ait de danger publication pour la sécurité nationale. met en risque les politiques et l'efficacité des politiques que nous entendons mener. Et en conséquence de quoi j'ai beaucoup de mal à accepter que dans l'État français, on puisse agir ainsi à la veille d'un Conseil de défense. Pourquoi traiter dans un Conseil de défense des documents qui se retrouvent dans le Figaro la veille? Donc, je demande à M. Retailleau ce soir, solennellement, de bien vouloir faire un article 40, de façon à ce que nous sachions qui a donné ce rapport au Figaro qui s'est retrouvé à la une de ce journal. Mais Dominique de Villepin, monsieur... pardonnez-moi, mais là, il y a un petit peu d'hypocrisie dans cette demande, puisque, au fond, le président de la République, précisément, a manifesté son mécontentement à l'occasion de ce Conseil de défense parce qu'il suspectait Bruno Retailleau d'avoir lui-même donné ce rapport au Figaro. Il suspecte les services de M. Retailleau. Oui. Je n'arrive pas à imaginer que M. Retailleau puisse jouer avec des sujets aussi graves. En tout état de cause. Ça, c'est une fausse... C'est une interrogation rhétorique, ça. Non. Quand on sert l'État, on ne fait pas fuiter des documents confidentiels. Quand on sert l'État, on veille à traiter avec confidentialité et mesure des documents confidentiels. Donc vous demandez ce soir, article 40... Je souhaite que l'on sache qui a fait fuiter. Et je pense que le président de la République a bien fait de frotter les oreilles de ceux qui l'estimaient être responsables de Dominique de Villepin, sur les propositions pour lutter contre... cet entrisme. Plusieurs propositions ont été faites, notamment celle par un autre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui d'ailleurs persiste et signe aujourd'hui dans les colonnes du Parisien et souhaite interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans. Est-ce que c'est une bonne proposition? Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition de Gabriel Attal? Allons jusqu'au bout du raisonnement, Monsieur Duhamel. Faut-il interdire les premières communions avec les cérémonies en eau blanche? Faut-il... C'est pareil de voiler une petite fille et de faire sa communion? On lui demande son avis au petit garçon, à la petite fille. Est-ce qu'il faut interdire la circoncision? Est-ce qu'il faut interdire la kippa? Vous voyez bien que le symbole est le même, Dominique de Villepin, sur un voilement qui est imposé aux petites filles et des pratiques religieuses. Ce sont des pratiques religieuses, ce sont des signes religieux. Si on pousse jusqu'à l'absurde le raisonnement qui est ainsi fait, eh bien nous voyons d'abord que tout cela est ridicule et nous voyons surtout que tout ça est inapplicable. Et donc, je crois qu'avant de faire ces propositions, parce que nous sommes là dans ce qui est aujourd'hui le plus mauvais jour de la République. Ces propositions, on les voit fleurir tous les matins. Alors un jour, c'est les peines planchers, on sait tous que les peines planchers ont échoué. Un autre jour, c'est la suppression de l'argent liquide. Un autre jour, c'est une prison dont le projet existe depuis 2017. Cette République des mauvaises idées, des mauvaises formules, qui n'ont pas d'autre but que de se mettre en valeur, je crois qu'il faut en limiter l'exercice. Dominique de Villepin, est-ce que le voilement des petites filles... La question de l'islamisme. Dominique de Villepin, est-ce que le voilement des petites filles est le signe d'un intégrisme islamiste radical? Mais, Monsieur Duhamel, dans notre pays, dans notre République, ce n'est pas à moi d'apprécier si le voile... Sur des fillettes? Monsieur Duhamel, ce n'est pas à moi d'apprécier, je ne suis pas couturier, je ne vais pas aller mesurer la taille du voile. C'est pas une question de couture, là, c'est une question, pardonnez-moi, mais vous rentrez... d'égalité femmes-hommes et de savoir ce que l'on est susceptible d'imposer à des fillettes. Nous rentrons dans la sphère privée et nous rentrons dans ce qui est le champ de la laïcité. La laïcité, qu'est-ce qu'elle prévoit? La possibilité pour chacun de croire ou de ne pas croire. Et elle prévoit que s'il y a des pressions pour forcer quelqu'un à ne pas croire, pour forcer quelqu'un à porter un voile, eh bien, la loi de 1905 est là pour protéger. Sur la loi de 1905 et effectivement sur ces pressions, il y a déjà un arsenal juridique qui permet de le sanctionner, mais je repose ma question. Un arsenal juridique particulièrement efficace puisqu'il prévoit des sanctions pénales. Dominique de Villepin, est-ce que le fait de voiler une petite fille, est-ce que c'est le signe d'un intégrisme islamiste? Ça peut être le signe d'un intégrisme islamique, ça peut être un choix culturel. D'une petite fille de 7 ans ou 8 ans? Mais une fois de plus, un signe religieux, quand vous portez une kippa... C'est la même chose, une kippa et un voile sur une petite fille? Mais c'est un signe religieux, c'est un signe religieux. Mais Dominique de Villepin, c'est quoi la signification excusez-moi, mais quand on met à une petite fille un voile,
C'est la même signification que quand un petit garçon porte une kippa? Monsieur Duhamel, nous pouvons décider définitivement de supprimer le voile dans toutes circonstances dans notre pays. C'est pas la question que je vous posais. C'est sur la signification. Mais la signification, personnellement... Donc c'est difficile à dire que c'est un signe d'intégrisme islamiste que de voiler une petite fille de 7 ans ou 8 ans. Mais parce que je crois que vous ne prenez pas en compte le fait que dans certaines cultures, dans certaines traditions, dans certaines religions, ce n'est pas forcément le signe d'une radicalisation. Ça peut être tout simplement un signe... C'est pour ça que je parle d'une petite fille. Mais je sais bien, mais une fois de plus... Et mon propos ne concerne pas des majeurs qui font le choix de porter le voile. Est-ce que un mineur, dans la religion catholique, dans la religion juive ou dans toute autre religion, qui serait amené à subir une pratique que, par définition, il n'a sans doute pas choisie, est susceptible d'être mis en cause? Je crois qu'il faut savoir garder mesure et éviter de tomber dans des dénonciations systématiques. Vous savez, à ce petit jeu-là, nous ne nous arrêterons pas. Et la stigmatisation qui a lieu aujourd'hui sur le voile, j'ai cité tout à l'heure M. Retailleau, qui s'exprime à bas le voile, nous voyons bien qu'il y a la volonté, là, de rentrer dans la vie des gens. La laïcité fixe la règle dans notre pays, et je ne crois pas que nous ayons à aller plus loin. Dominique de Villepin, pour cerner, là encore, votre vision de la laïcité, est-ce que vous étiez favorable, et êtes toujours favorable, à la mesure qui avait été prise par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui visait à interdire l'abaya? Oui, l'abaya à l'école ne nécessitait pas de loi particulière. À partir du moment où on voit une provocation qui se fait à travers un vêtement utilisé pour manifester dans la République et au sein de l'école, je le comprends parfaitement. Est-ce qu'il faut rentrer systématiquement dans un combat avec l'islam, avec une religion? Je crois que ça nous mènerait à des situations exactement inverses que celles que nous souhaitons. La stigmatisation va conduire à des radicalités, à des comportements que nous ne pourrons pas maîtriser. Vous savez, les signes de révolte que l'on peut manifester, soit politiquement, soit religieusement, sont multiples. Rentrer dans une bataille de ce type, c'est sans fin. Et je sais que c'est aujourd'hui le fonds de commerce d'un certain nombre de partis politiques, d'un certain nombre de responsables politiques. Mais je ne crois pas qu'il faille rentrer là-dedans. Et vous parlez de Bruno Retailleau, on en parlera dans un instant. Juste avant, une toute dernière question sur ce rapport. Le Qatar est plusieurs fois évoqué parmi les pays qui ont financé l'essor des frères musulmans. Le Rassemblement national demande que l'on revoie la convention fiscale entre la France et le Qatar. Est-ce que ce serait une bonne mesure? Il faut demander à Nicolas Sarkozy, c'est lui qui l'a signé. Vous avez tout à fait raison. Vous lui demanderez la prochaine fois, comme vous le savez. Il s'avère que je n'ai pas Nicolas Sarkozy en face de moi ce soir, mais j'ai Dominique de Villepin. Justement, vous tombez sur la mauvaise personne, parce que moi, je n'ai aucune relation particulière avec le Qatar, je n'ai jamais eu aucun contrat avec ce pays, je n'ai pas joué de rôle en ce qui concerne l'exemption qui a été accordée au Qatar. C'est pour ça que je vous pose la question de la pertinence de cette convention fiscale. Analysons. Pourquoi pas? Non mais analysons ce qu'il y a dans cette convention fiscale, voyons si elle est justifiée au regard des investissements qui sont faits par le Qatar ou par d'autres pays d'ailleurs. Je crois que de ce point de vue-là, il faut une égalité devant la loi. Il n'y a pas de tabou sur la possibilité de remettre en cause cette convention. La République, vous savez, la République, c'est la République et elle ne se détermine pas en fonction de la couleur de peau, de la religion de tel et tel ou de la localisation géographique. La République est une et indivisible. Dominique de Villepin, vous avez eu des mots très sévères à l'égard de Bruno Retailleau, nouveau président des Républicains. Vous avez expliqué que vous aviez du mal à faire la différence entre Marine Le Pen et lui. Je vous propose d'écouter la réponse du président du Sénat, Gérard Larcher. Sur un certain nombre de sujets, Dominique de Villepin, dont j'ai été le ministre, j'ai du mal à faire la différence avec des propos tenus par l'extrême gauche. Voilà. C'est-à-dire, vous avez l'impression que Dominique de Villepin parle comme sur un certain nombre de sujets, c'est en tous les cas mon sentiment. Vous êtes un homme de gauche, d'extrême gauche, si j'écoute Gérard Larcher? J'aime beaucoup Gérard. Donc il vous le rend bien, là. Oui, mais justement. Je n'ai pas attendu 71 ans, monsieur Duhamel. Pour entamer une carrière de gauchiste. Pour paraphraser le général de Gaulle. Vous voyez comme quoi le général a dit des choses qui peuvent durer. Lui, c'était le dictateur, je précise. Oui, mais moi, c'est le gauchiste. Vous n'êtes pas un gauchiste? Éprouvez, monsieur Duhamel, de la compassion pour le meurtre de femmes et d'enfants. C'est être gauchiste. Éprouver une très forte indignation quand je vois l'état de droit dans notre pays ne pas être respecté. Éprouver une très forte colère quand je vois que ceux qui ont vocation à gouverner font tout autre chose que gouverner.
lançant un jour des polémiques sur le voile, un autre jour d'autres polémiques. Mais, monsieur Duhamel, dans notre pays, l'insécurité augmente, la criminalité augmente, 3300 milliards de dettes, des faillites d'entreprises en voilà. Et que fait le gouvernement? Et de quoi parlons-nous? Voyez-vous, monsieur Duhamel, toutes ces questions, elles ont bon dos. Elles sont faites pour qu'on ne parle jamais de l'essentiel. C'est tellement plus facile quand vous êtes ministre de l'Intérieur d'aller divertir les gens avec l'étranger, l'immigré, plutôt que de faire son boulot. Moi, je demande à monsieur Retailleau de faire son boulot. Mais vous êtes encore un homme de droite Monsieur Retailleau. Est-ce que vous êtes encore un homme de droite? Parce que vous êtes effectivement la sévérité vis-à-vis de Bruno Retailleau. Voilà, vous mettez en cause son bilan, son inaction. Enfin, c'est vrai que vous parlez avec parfois les mêmes mots et la même intensité pour condamner ce bilan que des personnalités de gauche ou de la France insoumise. Mais moi, je parle du bilan en regardant les chiffres, en regardant les résultats. C'est pas être de droite et de gauche. Mais vous êtes encore de droite ou pas? Mais ce n'est pas être de droite. Moi, je suis gaulliste, je l'ai toujours été et je le reste. Avec un souci, monsieur Duhamel, d'un mot qui n'est jamais employé dans la vie publique. L'intérêt général, le bien commun. Est-ce que le bien commun et l'intérêt général sont de droite et de gauche? Voyez-vous, c'est aujourd'hui ça, le vrai sujet. Or, gouverner, personne n'en parle. Nous faisons tout aujourd'hui dans le désastre qu'est l'économie française. Dans la situation de notre République, nous parlons de tout, sauf de l'essentiel. Ça, voyez-vous, c'est inacceptable. Et je vois comment on peut devenir rapidement populaire dans notre pays. Monsieur Retailleau, il y a 8 mois, qui le connaissait? Personne n'avait jamais entendu parler de Bruno Retailleau. Il est devenu ministre. Voilà. Visiblement, les Français considèrent qu'il fait bien son travail. En tout cas, il a été bien son travail. Je ne sais pas. En tout cas, il a été élu président des Républicains. Il est populaire. Moi, je vous le dis. N'est pas Sarkozy qui veut. Et venant de vous, et venant de moi, ça veut dire ce que ça veut dire. N'est pas Sarkozy qui veut. Donc moi, j'attends. C'est quoi? C'est un sous-Nicolas Sarkozy, Bruno Retailleau? Vous allez me parler tout à l'heure de campagne présidentielle, que M. Retailleau pourrait être mon adversaire. Soyons sérieux, soyons sérieux. Quand M. Retailleau aura marqué des points pour l'équipe de France, alors on pourra éventuellement parler d'une telle hypothèse. Moi, j'en ai assez de ces candidats, de ces ambitions qui sont nourries par les sondages et par des bulles totalement artificielles. Vous avez jamais eu d'ambition vous-même, Dominique de Villepin, vous étiez à Matignon pour être candidat à l'élection présidentielle? Moi, il se trouve que quand j'ai quitté Matignon, le chômage était descendu en dessous de 8%, il était à 10% quand je suis arrivé. La dette française avait descendu à 64%. Les déficits étaient descendus à 2,5%. Et nous étions dans la même situation, voire meilleure que l'Allemagne. Et la richesse des Français et des Européens était la même à l'époque que les Américains. Et vous n'étiez pas en capacité de vous présenter à l'élection présidentielle après avoir mis des centaines de milliers de gens dans la rue en ayant voulu mettre en œuvre le contrat de première embauche? Non, c'est pas du tout ça. Ah bon? C'est tout simplement parce qu'il n'a jamais été question, monsieur Duhamel. Vous êtes jeune. Il n'a jamais été question de À l'époque, vous étiez en culotte courte. Mais vous êtes... À l'époque, vous savez, je n'ai jamais... C'est pas parce que j'étais en culotte courte que ou alors ça m'empêche d'avoir un peu de mémoire. Ceux qui vous ont raconté l'histoire vous l'ont mal raconté. Ah oui? À l'époque, je n'ai jamais été candidat. Jamais. Et vous vouliez l'être? Mais à aucun moment, puisque la condition... Vous ne vouliez pas être candidat à l'élection présidentielle en 2007? La condition de mon acceptation à devenir Premier ministre, quand Jacques Chirac m'a proposé de devenir Premier ministre, c'est que je renonçais au fait d'être candidat à l'élection présidentielle. Moi, je me suis entièrement consacré à ma tâche de Premier ministre. Il n'a jamais été question. C'est une histoire qui a été racontée après par Nicolas Sarkozy pour crédibiliser le fait que j'aurais pu lui en vouloir et l'empêcher, lui, de devenir président. Donc vous n'avez jamais eu aucune ambition présidentielle? Je n'ai jamais été candidat à l'époque. Voilà. Nous sommes, monsieur Duhamel, nous sommes 20 ans plus tard. Oui, ça ne va pas échapper. Voilà. Juste une question sur, au fond, pour là encore essayer de vous situer, puisque les uns vous créditent d'être d'extrême gauche, d'autres. S'il y avait un second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, quel est pour vous le plus grand danger pour la République? Il y a une échelle de Richter des dangers pour la République. Je suis personnellement convaincu que ce n'est pas ce qu'il faut pour la France. Et s'il y avait un second tour comme celui-là? Mais
Ne me faites pas faire des scénarios et choisir entre deux scénarios qui, pour moi, ne sont pas ceux de l'intérêt de la France. Donc, ça ne correspond ni dans un cas à ce que je souhaite, ni dans l'autre. Donc, moi, je suis un républicain convaincu et j'entends me battre pour les idées qui sont les miennes. Et faire en sorte surtout que nous cessions de penser la République comme si tout ça était un jeu. Voyez-vous, moi, ma conviction, c'est que depuis 2007, nous n'avons plus de président de la République. Depuis 2007, nous n'avons plus de président de la République. Nous avons des présidents qui tous agissent comme des premiers ministres. Et je pense qu'il faut revenir à un président de la République qui soit à la fois l'inspirateur de la politique, en même temps le garant de la continuité de l'État, et en même temps l'arbitre. Donc quelqu'un qui est au-dessus des clivages partisans. La République des partis, vous voulez savoir si je suis de droite et de gauche, je n'ai jamais jouer le jeu de la République des partis. Je suis au contraire pour que la République soit une République qui soit capable de s'élever au-dessus des partis. Et la République, et c'est son malheur, elle est en train de perdre et la raison et son cœur. Nous sommes en train de nous éloigner de ce qui fait notre patrimoine national, un héritage humaniste, un héritage universaliste, un héritage de gens qui se soucient des problèmes du monde et en particulier des problèmes de la planète. Le réchauffement climatique, on voit bien aujourd'hui, tout le monde s'en fout. La jeunesse est inquiète pour son avenir, elle est inquiète pour la planète. Et tous les jours, on voit disparaître l'écologie de la scène publique. Mais Dominique de Villepin, là, pardonnez-moi, et vous allez encore dire que je ramène ça aux questions de politique et d'agenda, mais là, vous dépeignez ce soir, vous dites il n'y a plus de président depuis 2007, il faut un président arbitre. Au fond, c'est un programme de candidats qui a une vision très claire de ce que doivent être les institutions de la Ve République que vous nous donnez ce soir. Mais j'ai une idée très claire des institutions de la Ve, et je vous l'ai dit, je crois que c'est sur ce plateau, je mènerai les combats que j'estime devoir mener. Nous sommes à 2 ans d'une élection présidentielle. Moi, ce que je dis pour M. Retailleau... Donc cette fois, vous serez peut-être candidat, là vous dites qu'en 2007, vous n'avez jamais souhaité l'être. Et c'est pour cela que je dis à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, faites votre travail. Et je dis pas ça pour lui faire un croc en jambe. Non, je dis ça pour l'encourager à faire son métier. Parce que c'est ça qu'attendent les Français. Donc moi, je ne suis pas dans la politique politicienne quand je critique le ministre de l'Intérieur. Non, mais sur Bruno Retailleau, il y a des comportements que je n'accepte pas. Et j'ai été élevé à l'école du service public, du service de l'État, et je vois aujourd'hui un certain nombre d'hommes politiques qui arrivent des partis politiques et qui n'ont pas le respect de l'État. Mais j'ai été frappé de cette phrase contre Bruno Retailleau. Vous avez dit à son sujet, la politique, ça se fait pas en amateur. Est-ce que quand on a... C'est pas tout à fait la phrase que j'ai dit. Ah, écoutez, oui, mais c'est pas tout à fait la phrase que j'ai dite. Non, j'ai parlé d'amateurisme, mais bon, peu importe, je l'assume tel que vous l'avez dit. Écoutez, la politique, ça ne se fait pas en amateurisme. Quand on ne s'est jamais soumis au suffrage des Français, qu'on a effectivement quand on a eu des responsabilités, mis des Français dans la rue, est-ce que vraiment on peut donner comme ça des leçons à Bruno Retailleau? Quand on a consacré toute sa vie au service de la France, quand on s'est levé chaque matin de sa vie en se posant la question comment on peut faire en sorte que ce pays aille mieux? Comment on peut faire en sorte de répondre à la souffrance de nos compatriotes devant la situation économique, devant la situation sociale, devant l'écrasement des services publics? Eh bien, j'estime qu'on a suffisamment alors de capacité pour proposer un autre chemin pour la France. Vous avez raison, je n'ai pas été élu. Et je n'ai pas été élu pour une raison simple. C'est que dans tout mon parcours politique, je n'ai jamais pensé à moi. J'ai pensé à une seule chose. Être candidat à une élection, c'est se soumettre au suffrage des Français, c'est à un moment donné, il faut être... à un moment donné, il faut être désireux d'être sur l'affiche. Donc vous êtes, si je comprends bien, Dominique de Villepin, vous êtes totalement désintéressé, sans le moindre ego, sans le moindre narcissisme, je suis engagé. Une bonne partie des responsables politiques. Je me suis engagé en politique avec Jacques Chirac pour servir la France et servir l'idée que je me faisais de la France. Ma seule boussole a été le service des Français. Alors effectivement, il y a un moment où vous constatez que vous avez beau faire, vous avez beau dire, il faut peut-être retrousser ses manches et faire davantage. Mais ma conviction a toujours été l'idée du service de la France. Cela a été ma boussole depuis toujours. Dominique de Villepin,
vous êtes aujourd'hui à la tête de Villepin International, une entreprise de conseil. Est-ce que vous considérez que ce travail, qui est votre travail aujourd'hui, c'est un handicap en vue de vos éventuelles ambitions politiques? Est-ce que le fait d'avoir une expérience en dehors du public, en dehors de la politique, c'est un handicap? Ça veut dire que tous les Français n'auraient jamais vocation à s'intéresser à la politique ou à en faire. Mais tous les Français, Dominique de Villepin, n'ont pas, puisque c'est d'ailleurs le nom de votre entreprise, Villepin International, une entreprise de conseil, notamment à l'échelle internationale. Est-ce qu'à un moment donné, si on a vocation à être responsable de la politique diplomatique, on n'est pas en porte-à-faux à partir du moment où des entreprises étrangères, peut-être des pays, ont fait partie de vos clients? Je ne travaille avec aucun pays, donc rassurez-vous de ce côté-là. Et entreprise proche de certains régimes? C'est aucune entreprise proche dans sa relation avec moi. Je ne suis pas concerné pour cela, puisque je me contente de donner des conseils. Je ne fais pas de lobbying. Enfin, quand on donne des conseils, on est payé pour ça, Dominique de Villepin. Oui, mais moi, je ne suis pas payé pour ça. Ah bon, mais vous êtes moi, payé je suis alors payé pour donner des conseils. Oui, c'est ce que je dis. Et les conseils n'engagent absolument pas ma personne. Oui, mais donc il y a bien des clients et un bénéficiaire de ces conseils. Oui, mais je ne suis pas lié à ces clients. Ces clients, ils vous ont payé. Oui, et alors? Donc ça veut dire qu'il peut y avoir, si on se retrouve à un moment donné en position d'exercer le pouvoir, peut-être, je ne sais pas, un risque de conflit d'intérêts, non? Mais aucun conflit d'intérêts, pourquoi? Pourquoi? Si on a été payé par des entreprises qui sont proches de tel ou tel régime. Mais j'ai rendu un service, j'ai donné des conseils. Oui, mais pas gratuit, pas bénévole. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Et j'ai soigneusement veillé à ne jamais exercer mes conseils en liaison avec ce qui a pu être mon ancienne casquette, c'est-à-dire des responsables en France ou des responsables en Europe. Donc, à aucun moment, je me suis retrouvé dans cette situation de conflit d'intérêts dont vous parlez. Par souci de transparence, Dominique de Villepin, par contre, monsieur Duhamel, pour ceux qui nous regardent ce soir, l'expérience du monde, elle est utile. Et si j'ai un conseil à donner à nos dirigeants politiques, en tout cas à ceux qui ne se sont pas beaucoup intéressés aux problèmes du monde tout au long de ces années, on ne peut pas diriger la France, en tout cas pas être président de la République. On a eu un certain nombre de présidents qui ont découvert le monde en arrivant à l'Élysée. Je ne crois pas que ça les ait beaucoup aidés à comprendre, et ils ont parfois même fait des erreurs graves. Dominique de Villepin. Donc je pense que connaître le monde, c'est un atout. Connaître l'entreprise, c'est un atout. Connaître la vie, c'est un atout. Je dis ça pour les moins de 30 ans qui pourraient être tentés d'être candidats à l'élection présidentielle. Je crois que c'est pas un hasard. Si le général de Gaulle avait l'âge qu'il avait quand il est arrivé au pouvoir, si François Mitterrand avait l'âge qu'il avait, et si Jacques Chirac avait l'âge qu'il avait, c'est difficile d'être président de la République. Il faut beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je ne vous dis pas aujourd'hui que je suis candidat, parce que j'estime que c'est un long chemin. Il y a 2 ans avant ce chemin est comment dire, devant vous. Mais simplement par souci de transparence vis-à-vis de ceux qui nous regardent ce soir, qui sont vos clients? Avec qui est-ce que vous travaillez? Mes clients sont des entreprises internationales. Pas toujours. Notamment? Ou dans des pays. Mais quel pays, par exemple? Surtout des entreprises françaises, en l'occurrence, travaillant vers l'international. Et donc, ce sont des entreprises qui n'ont aucune caractéristique d'un lien avec des États et qui pourraient hypothéquer ma propre liberté. Mais dans quel pays étranger, par exemple? Mais dans quel pays étranger? Pas dans les pays que vous soupçonnez, monsieur Duhamel. C'est-à-dire, vous soupçonnez des États du Golfe, il n'y en a pas. Ah, je soupçonnerais, moi je vous demande précisément, puisqu'il y a une sorte de... Je vous le dis. Ça revient régulièrement. Mais alors avec quel pays, par exemple? Avec quelles entreprises étrangères est-ce que vous travaillez? Mais je ne travaille pas aujourd'hui avec des entreprises étrangères autres que des entreprises ayant pignon sur rue et tout à fait conformes. Par ailleurs, monsieur... Mais l'idée n'est pas de parler de la conformité, l'idée est de savoir, là encore en souci de transparence, monsieur Duhamel, avec quel pays est-ce que vous travaillez? Mais donc vous ne souhaitez pas le dire, il y a une sorte de confidentialité. J'analyse le monde. Je donne des conseils sur les évolutions du Sud global, la situation en Asie, l'évolution de l'Amérique latine. Mais vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, d'une entreprise étrangère avec laquelle vous travaillez? Mais, monsieur Duhamel, par définition, je suis tenu par la confidentialité de contrats qui m'interdit. Il n'y a pas de métier de conseil. Il n'y a pas une personnalité. Demandez à monsieur Alain quelles sont les entreprises pour lesquelles il travaille. Je ne crois pas qu'il veuille être président de la République, non? Mais moi, je n'aurais aucun problème, monsieur Duhamel, à faire une totale transparence sur toutes mes activités si je devais être président de la République. Aucun problème. Donc quand vous déciderez ou si vous décidez d'être candidat, à ce moment-là, on saura tout sur avec qui vous avez travaillé. Mais je n'ai, monsieur Duhamel, rien à cacher. Par contre, ce que je sais, c'est que la suspicion, la calomnie
ont la peau dure. C'est difficile de répondre à ça. Peut-être que l'opacité alimente les rumeurs. Mais il n'y a pas d'opacité. Il y a tout simplement l'exercice d'un métier. On ne sait pas qui sont vos clients. Mais vous ne savez pas qui sont les clients d'aucune société de conseil, monsieur. Mais là encore, vous voulez faire de la politique et vous faites de la politique et vous faites des interviews, donc vous n'êtes pas, comment dire, un citoyen comme un autre, si j'ose dire. Monsieur Duhamel, si je donne le nom d'un client avec lequel je suis lié, un client français avec lequel je suis lié par un contrat, alors qu'il y a des clauses de confidentialité, je romps cette clause. Voilà, c'est tout. Donc je ne suis pas en situation de le faire aujourd'hui. Voilà. 2 questions encore, Dominique de Villepin. La première, vous ne direz pas ce soir, ou alors ce serait un scoop si vous avez décidé d'être candidat ou pas. Mais je crois que je vous ai répondu, on peut passer à une autre question. Non, mais sur le calendrier, à quel moment est-ce que vous vous déciderez? Vous dites qu'il reste effectivement 2 ans. Quand les Français se préoccuperont de la présidentielle, pour le moment, ils se préoccupent de leur fin de mois, ils se préoccupent de leurs difficultés. Et donc ça, c'est quand? C'est quoi? C'est début 2026 Vous verrez comme moi, monsieur Duhamel, vous le verrez comme moi, je ne vais pas vous donner la date et l'heure. Mais en tout cas, la réflexion avance. Monsieur Duhamel, vous ne croyez pas qu'on a passé un peu trop de temps sur Non, je crois pas. Et je crois qu'on a assez longuement parlé de diplomatie. J'ai une dernière question à vous poser, Dominique de Villepin. Est-ce que vous vous sentez capable d'être président de la République? C'est une vraie question. Et cette question, je me la suis posée depuis des années. C'est très difficile. Et je l'aborde avec beaucoup d'humilité. Et c'est sans doute aussi pour cela que ce n'est pas facile de franchir le pas. Donc vous n'êtes pas sûr d'être capable? Il ne s'agit pas seulement d'être capable. Il s'agit de tenir un engagement vis-à-vis des Français dans la capacité à apporter des réponses à leurs attentes, des réponses à leurs difficultés. Vous savez, ça fait trop de décennies que les Français ont été trompés, que les attentes n'ont pas été tenues. Et donc, je ne vois pas comment, en 2027, un président pourrait aller à cette élection présidentielle animé d'une simple ambition. On ne parle pas de soi-même. Moi, je n'ai pas besoin d'être président de la République pour réussir ma vie. Donc, c'est pour servir les Français et pour avoir la certitude que ce que je ferai pour eux permettra d'ouvrir un certain nombre de possibilités pour eux et pour leurs enfants d'un avenir meilleur. Et voyez-vous, j'eusse aimé que dans les derniers mandats, cette question, ceux qui ont brigué la présidence de la République, cela soit davantage posé, parce que nous n'en serions pas là. Derrière, c'est l'idée même que nous nous faisons de la démocratie qui est en cause. C'est la capacité que l'on a à tenir la promesse de la République. La République, elle est exigeante. Et on n'est pas candidat à l'élection présidentielle par ambition personnelle, j'entends. On est candidat quand on sait qu'on a les moyens, la capacité, la détermination pour changer les choses. Et ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme cela à la légère. Merci Dominique de Villepin d'être venu nous voir ce soir.